que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Alors, bienvenue pour cette deuxième émission avant le troisième verre. On est très heureux de vous retrouver sur Radio Ems. Je vais saluer tout de suite mes comparses autour de la table. Salut Manu. Salut Léo. Salut Momo. Hello tout le monde. Et bonjour Alexandre qui nous accompagne aujourd'hui. Hello. Alors, dans le sommaire de cette émission, on est parti sur un thème qui va parler, on l'espère, à tout le monde. Donc ça va s'appeler l'environnement, le pari impossible. Oui, parce qu'on est dans cette conjoncture très optimiste, vous l'aurez compris. On a la patate et on va essayer de vous la donner parce que c'est dur, voilà. Non, mais la dépression, ça va aller. Mais oui. Et donc, Alexandre, qui est avec nous, va intervenir pour vous parler de son expérience et de son engagement en tant que végane et voyageuse bas carbone. Je la présente comme ça rapidement. Oui, on va revenir sur le bas carbone. On va revenir sur les thèmes. Donc, au sommaire de l'émission aujourd'hui, on va découvrir Alexandre. On va lui poser quelques questions sur son engagement, sur l'environnement, sur comment elle vit au quotidien. On parlera aussi de nous, bien évidemment. On retrouvera les tops et les flops de Momo. On retrouvera nos pauses musicales, bien évidemment, choisies par mes deux amis. Ils nous expliqueront d'ailleurs pourquoi. On retrouvera également l'info... Alors, attends, comment ça s'appelle ? Info ou mytho de Manu, exactement. Bien évidemment, ainsi que des plateaux où on se posera des questions existentielles du style est-ce qu'on peut concilier voyage et environnement ? Est-ce qu'on peut concilier JO et environnement ? Est-ce qu'on peut concilier la vie et l'environnement ? Voilà, donc c'est à peu près parti pour cette première partie de l'émission où on va découvrir notre comparse Alexandre. Donc, premièrement, Alexandre, bienvenue. Merci. On espère qu'on te met à l'aise. Voilà. C'est très détendu. Et c'est super. Moi, en revanche, je le suis pas, mais ça va aller. Non, mais ça ne s'entend pas du tout, je te rassure. On fait un tout petit brief, en fait, avant de te poser énormément de questions. Je rappelle simplement que la protection de l'environnement est devenue, ces dernières années, les 20 dernières années, un enjeu majeur, n'est-ce pas ? Vu que sa dégradation est globale et intense, n'est-ce pas ? Donc, à cause de nos propres activités, à nous, humaines, polluantes, n'est-ce pas ? Donc, c'est devenu vraiment un des 3 piliers du développement durable et c'est aussi le 7e des 8 objectifs du millénaire pour le développement, considéré par l'ONU comme crucial pour la réussite des autres objectifs dans la déclaration du sommet du millénaire. Rien que ça. Ouais. Et donc, quand je vois comment on traite ce 7e objectif, j'ai peur. Mais il y a un peu d'espoir. Et du coup, Alexandre, toi, est-ce que tu peux nous dire d'où te vient ta conscience écologique et ton envie de préserver l'environnement ? Est-ce que tu saurais nous dire quand est-ce que c'est apparu ? Alors en fait, moi, c'est venu par le véganisme, comme tu l'as dit, donc je suis végane. En gros, comme beaucoup de gens, la conscience écologique, on n'avait rien à faire, ça ne m'intéressait pas, je ne voyais pas les enjeux, je n'ai pas été élevée spécialement dans une famille où on me parlait de ces enjeux-là. Mais il y a 5-6 ans maintenant, ma sœur sortait avec un type qui était vegan. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Et en fait, il a commencé à nous en parler. Il était assez ému et c'était vraiment un truc qu'il portait. Et ma sœur est devenue végétarienne, sauf que moi, j'étais en coloc avec elle. Donc, elle m'a dit, je te fais plus de viande, démerde-toi. Sympa, la sœur. Voilà, c'est elle qui cuisinait, donc voilà. Et en fait, à partir de là, honnêtement, au début, ça m'a vraiment saoulée. J'étais un peu agacée qu'on m'impose un choix, etc., sachant qu'on vivait ensemble. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que ça a fait son chemin. Tu sais, plus on te parle de sujets, mine de rien, t'évolues. Et en fait, je suis partie habiter à Berlin, ce qui est quand même le lieu, l'Allemagne, on les connaît, ils sont tous végé-véganes. C'est pas vrai, mais vous voyez quoi. Il y a la currywurst, mais à part ça, il y a beaucoup de végé véganes. Version végane. Et donc voilà, j'ai fini là-bas. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai lu un livre. J'aime bien le citer. C'est Antispéciste d'Émeric Caron.
Et à partir de là, switch. Vraiment, tout ce que disaient ma sœur et son copain de l'époque, en fait, ont pris sens. Et ça m'a donné un point philosophique de réflexion sur toute la suite. Et je suis pas devenue végane du jour au lendemain parce que, en plus, moi, j'adorais la viande, vraiment. Je suis une grosse viandarde à la base. C'est pas du tout par goût. Mais à partir du moment, je me suis dit, en fait, si je devais tuer un animal pour le manger, est-ce que j'en serais capable ? Et la réponse est absolument pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si je peux pas faire ça, il n'y a pas de raison que je délègue ça à quelqu'un pour le faire. Et en fait, c'est tout con. Enfin, vraiment, c'est ce petit switch de me dire, mais je veux pas en fait tuer un animal et du coup j'ai pas à déléguer ça. Et en fait plus tu déroules le fil, après tu te renseignes, machin. Voilà. Et je suis passée par le végétarianisme parce que du coup quand même arrêter de manger de la viande et les pâtisseries, c'était quand même super dur. Donc c'est vrai, ça englobe plein de choses. Non, ça englobe vraiment plein de choses. On sent la dureté du choix. Quand je suis rentrée en France et que les boulangeries que je suis passée devant, j'ai les évité en fait, très honnêtement. Voilà. Et en fait c'est parti de là et à partir de ça en fait tout se déroule parce que encore une fois, alors je dis j'aime bien le mot philosophique, ça fait très chic alors que bon voilà. Mais à partir de là en fait tout se débloque. Vraiment en fait si tu fais attention aux animaux et à la souffrance animale, tu vas faire attention à la biodiversité de manière générale, à essayer de pas tout niquer. Tu vas aussi vraiment réfléchir à chaque geste que tu fais et au début c'est très lourd et c'est très culpabilisant parce que tu dis oh là là il faut que je fasse attention à ça et en fait maintenant ça fait un moment aussi que je suis dans ce truc là, je trouve ça intéressant parce que ça te pousse à systématiquement évoluer, te remettre en question, aller de l'avant, réfléchir à de nouveaux sujets. Je sais pas, un moment j'ai tilté, je me suis dit putain mais quand je vais chez le coiffeur ils utilisent quoi comme produit, enfin tu sais des trucs voilà, tous ces trucs là se mettent en place. Du shampoing aux œufs. Ou au miel. Et en fait, voilà, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, qui défilent. Et voilà, en fait, c'est parti de là. Et en fait, le véganisme, c'est aussi un moyen facile. C'est un engagement, très clairement, mais c'est un moyen un peu facile de dire, pour ta conscience très personnelle, de dire moi, je fais du bien à la planète. Je mange plus de viande. Et voilà, c'était très individuel à la base de me dire, moi au moins, je pourrais me regarder dans la glace. C'est un peu méchant dit comme ça, mais voilà, je pourrais me regarder dans la glace en me disant, j'ai essayé de faire un truc. Voilà. Et du coup, tu parlais de toutes ces petites actions que tu as été amené à faire, voilà, pour préserver l'environnement. Donc vraiment toutes celles que tu as mis en place, on va dire, toutes celles. Les 5 actions que tu as mis en place vraiment dès le début, vraiment qui ont eu fait sens pour toi tout de suite. Alors, tout s'est un peu mis en place, pas d'un coup, c'est trop dur, honnêtement, c'est trop dur. Mais donc le véganisme, après le végétarianisme, ça a été ça, parce que je n'ai jamais considéré qu'être végétarienne était suffisant, ni en accord avec mes valeurs. D'accord. Parce que bon, les gens le savent souvent, mais le fromage, malheureusement, souvent tue quand même les animaux. Donc, de toute façon, voilà, ça n'allait pas. Mais après, j'ai vachement réfléchi à tout ce qui est course en vrac, essayer de manger bio, essayer de manger local. Alors, local, est-ce que ça veut dire l'Île-de-France ou la France ? Tout ça est un peu compliqué. Oui, quand les bananes viennent de l'autre bout du monde et qu'elles ont fait 3 fois le tour du monde, elles ont plus voyagé que toi. Le bilan carbone n'est pas ouf. Non, c'est pas dingue. C'est pas pire apparemment, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Donc j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Après est venue, et on en parlera plus longuement, mais la question des voyages, évidemment, parce que un des autres trucs, à part la viande, c'est est-ce que tu prends l'avion ou pas. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que je viens de l'île de la Réunion. Alors, je suis pas originaire de là-bas, mais j'y ai passé une grande partie de mon enfance et mes parents sont toujours là-bas. Donc, globalement, prendre l'avion, malheureusement, c'est pas. Arrêter de prendre totalement l'avion, c'est pas vraiment une option pour moi pour l'instant. Mais ça voudrait dire arrêter de les voir, c'est un peu dur. Ou alors c'est eux qui viennent, ce qu'ils font aussi. Donc, je pourrais me dire, c'est eux qui viennent et du coup, je fais pas l'inverse. Mais voilà. C'est un peu les grandes thématiques sur lesquelles je bosse. Voilà. Et question très personnelle, mais par exemple sur ton abonnement d'énergie ou des choses comme ça, ou par exemple ta façon de te vêtir, est-ce que ça aussi ça fait partie de tes réflections et bien tes sûr, engagements au quotidien? Ouais, alors l'énergie, j'avoue que c'est plus difficile parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, genre le nucléaire, je sais que ça fait méga débat et tout, et honnêtement je suis pas très calée là-dessus, donc je trouve que c'est difficile de prendre des décisions très raisonnées, mais tu vois, j'avais avant
avant la crise. J'étais chez Mint, qui était censé être plus écolo, truc renouvelable. Il se trouve qu'en fait, pas des masses. Enfin, il y a un peu tous ces trucs-là aussi. C'est pas ouf. Donc, je suis retournée chez EDF comme tout le monde parce que je pouvais pas me payer mon énergie sinon. Mais en tout cas, j'essaie de réfléchir aussi à ces questions-là. Ouais. Et effectivement, pour tout ce qui est vêtements, déjà, je suis végane. Donc, en fait, je vérifie tout. Et voilà, j'essaie vraiment de réfléchir où ça a été produit, dans quelles conditions. Ah oui, aussi, le véganisme, c'est aussi une notion de compassion. Évidemment envers les animaux, mais les gens disent tu penses qu'aux animaux, mais pas du tout. Si tu penses aux animaux, tu penses évidemment à tous les humains. Donc moi, ma réflexion aussi, c'est toujours est-ce que des animaux ont été exploités, mais est-ce que des hommes ou des femmes ou des enfants ont été exploités, évidemment. Oui, on les oublie. Malheureusement. Dans la mode, c'est quand même c'est ça, présent. c'est chaud. Voilà. La fast fashion Donc ça, pareil, j'essaie vraiment de faire attention, mais évidemment, c'est toujours la même chose entre le greenwashing auquel il faut faire attention, etc. C'est pas toujours évident de trouver. Quelle façon tu t'informes justement pour savoir dans quel sens aller ? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu ressens, toi ? C'est-à-dire, tu dis, voilà, première chose, le véganisme, deuxième chose, ça et ça. Ou tu dis, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact, justement ? Dans quel sens tu t'orientes justement ta réflexion ? Je crois que ça part du véganisme à la base, et ensuite je déroule le fil. J'essaie de voir où ça a été produit, donc j'essaie d'exclure tout ce qui est trop loin parce que en plus tu sais pas forcément si les droits humains ont été respectés. Quand c'est les droits humains a priori ont été respectés mais sont loin, je me dis franchement Bangladesh, même s'ils visitent l'atelier et que c'est pas si pire, ça vient quand même de super loin. Voilà, donc j'essaie de remonter le fil. Honnêtement, il y a des moments où je fais des écarts et sinon je vais en fripe en fait. Maintenant c'est un peu ma solution de facilité. Les choses de seconde main, toutes les choses comme ça. Alors, ce que moi je trouve très bien, c'est la multiplicité des sites de seconde main, mais ça reste des sites. Je passe pas par les sites. Ça reste, et du coup, c'est un bilan carbone, et du coup, non, pour le coup, moi, qui se mord la queue. Quoi. C'est un peu l'avantage d'être à Paris. Là, pour le coup, je pense que pas tout le monde pourra dire ça en France, mais on a quand même des fripes un peu partout, et du coup, t'es pas forcément obligé de passer par Vinted. Et moi, je suis pas hyper à l'aise effectivement avec ça. Quelle est la chose la plus dure que tu aies fait, justement, la contrainte la plus compliquée? Bon, on a compris la boulangerie. Mais c'était dur. Franchement, non, mais les tartelettes aux fraises, ma passion dans la vie. Ouais. Maintenant, j'ai trouvé la recette végane qui est bonne. Actuellement, c'est le voyage. Ouais. Typiquement, moi, j'aime vraiment voyager. En plus, mes parents ont toujours méga voyagé. C'est pour ça que je vous disais, le bilan carbone de mes parents est effrayant. Et du coup, j'essaie de moins prendre l'avion, mais voilà, je dis juste moins parce que en fait c'est très douloureux pour moi l'idée de pas pouvoir partir loin, et je pense que ça heurte plein de gens, mais voilà, c'est très constitutif de mon histoire aussi perso et c'est difficile, même si j'essaie. Eh ben écoute, déjà je trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour cette émission. J'ai l'impression d'avoir plein de fait des longues phrases. Pas du tout. Il y a plein de trucs sur lesquels rebondir. Exactement, il y a plein de choses sur lesquelles on va parler, mais bon, pour le moment, Alexandre, c'est le moment où on va laisser la parole à Momo pour ses tops et ses flops. Alors, je vais pas vous mentir, en cette période troublée et mouvementée, c'était pas simple de voir le verre à moitié plein, donc de trouver des tops. Bon, j'ai quand même essayé de sortir un peu ma tête de la politique, ou presque, pour cette chronique. Je vais commencer par mon top, en vous parlant de la marche des fiertés qui a eu lieu ce samedi 29 juin. Donc je sais pas si vous en avez déjà fait. Ouais. Trop bien. Moi, ça faisait longtemps que j'y avais pas mis les pieds. Et du coup, franchement, quel plaisir d'y aller. J'ai embarqué quelques proches, dont une pour qui c'était la première Pride. J'étais hyper contente. C'est trop chouchou. Bon, c'était ma petite sœur. Okay. Ça ajoute. C'est encore plus cool. Donc ouais, j'étais hyper contente de l'emmener. C'était hyper chouette. On a sorti les drapeaux, les pancartes, on a mis nos plus belles paillettes et on a rejoint des milliers de personnes. Je vais faire un petit aparté sur les paillettes. Oui, c'est franchement. Paillettes. je ne comprends pas pourquoi on ne met pas des paillettes tous les jours. C'est exactement ce que je me dis chaque jour. Exactement. Je suis celle. Tu mets des paillettes, tu es heureux ou heureuse direct. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on devrait démocratiser ça. Enfin bref, c'était fou de voir tout le monde qu'il y avait. Faut dire que le contexte, il était particulier. Sans oublier que le mot d'ordre de cette année était la lutte contre la transphobie. Donc cette Pride, ça a vraiment permis de prendre une dose de joie, de bienveillance, de folie, mais aussi de révolte et un peu de niaque pour se dire que on lâchera rien. Donc ça faisait du bien.
Après ça, je vais passer un petit flop. Ouais, un petit. J'ai essayé de... Là, ça va être perso. Ça fait 1 mois que je suis revenue de 3 semaines de vacances. Bon. Pardon. 3 semaines dont le bénéfice est parti au bout de 3 jours. Vraiment, je rigole pas. Certes, les vacances étaient bien remplies, mais j'étais reposée au retour. Donc, je voulais m'assurer, mais j'ai perdu ça en 3 jours. Et du coup, je voulais m'assurer que le problème n'est pas de moi. Donc, j'ai fait quelques recherches. Ça vous aidera peut-être pour cet été, de savoir un peu tout ça. Déjà, je suis pas seule. Selon un sondage, en 2017, il y a plus de la moitié des sondés qui déclaraient être ni plus ni moins fatigués qu'avant les congés. Mais quel enfer. Pardon. Quelle est l'utilité alors? Oui. Bon, déjà, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, on mettrait trop d'attentes sur les vacances. On espère qu'elles vont venir au bout de la fatigue, du surmenage, régler nos problèmes de boulot, nos boulots perso. Bref, tout effacé, comme si c'était magique. Mais en fait, c'est que des moments un peu rapides de plaisir, de repos, et c'est pas un changement de vie. Bon, par contre, moi, pendant mes vacances, j'ai réfléchi à peu près 50 fois à changer de vie. Mais bon, voilà, j'ai juste réfléchi. Au bord de la mer. Ensuite, dans les causes, il y a aussi un rythme de travail qui est toujours de plus en plus soutenu en société. On effectue nos tâches à fond jusqu'au départ en vacances. En notre absence, le travail continue à s'accumuler. On revient et il faut reprendre exactement le même rythme qu'avant le départ. Voilà, mais pas d'inquiétude, j'ai trouvé sur le site Passeport Santé des petits conseils pour prolonger les bienfaits des vacances. Donc, renouer avec une bonne hygiène de vie, garder un bon état d'esprit, adopter la slow attitude, me demandez pas ce que c'est exactement, continuer de se faire plaisir, déconnecter, être dans l'instant présent et dire non à la routine. Bref, hyper facile. Génial. On dirait du développement personnel. Oui, c'est vraiment nul à chier. Voilà. Et puis, bon, ça marche pas à chaque coup parce que, par contre, si vous rentrez de vacances au moment des élections européennes, suivi d'une dissolution de l'Assemblée nationale avec une campagne de 3 petites semaines ponctuée de débats intenses avec vos proches pour aboutir à un premier tour des législatives, avec 10 millions de Français votant pour un parti d'extrême droite, bon, je crois que j'ai pas de solution pour vous. Et puis, du coup, bienvenue au club, hein. Je tiens juste à dire que ça fait 1 personne sur 7. Cool. C'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment. Voilà. Merci. Je sais pas quoi dire. Merci Momo pour ces top et flop. Ça apporte à la bonhomie actuelle. On est vraiment contents. Voilà. Retenez, on sait jamais ces petits conseils au retour des vacances. Surtout la slow attitude. On fera le nécessaire. Merci Momo. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Ce soir, je vais rentrer tard, je vais me faire du mal, j'aimerais partir. Trop tard, je vais rien sentir, je vais me ralentir, je me vois mourir. Mon cœur part au rythme de mes larmes, je veux plus d'une vie comme ça, tant que j'ai posé les armes. Faut que je me calme, mais j'ai que des flashbacks, et quand je me sens comme ça, je préfère le goût du cognac. Grand chose dans mon cœur et ça réjouit les auteurs. Avec ma weed j'fais de la vapeur, ce qui m'a fait prendre la hauteur. Je me fais rare et je parle au sec. Putain d'ici je vois la mer. Envie de m'en aller là où la gueule me mène. Donc ce soir je veux boire. Cette soirée je vais sortir. Ouais j'essaye d'arrêter tout stopper. J'ai replongé. Ce soir, je vais rentrer tard, je vais me faire du mal, j'aimerais partir. Trop tard, je vais rien sentir, je vais me ralentir, je me vois mourir. Mon cœur part au rythme de mes larmes, j'ai plus d'une vie comme ça, donc j'ai posé les armes. Faut que je me calme, mais j'ai que des flashbacks. Quand je me sens comme ça, je préfère le goût du cognac. J'ai le goût du drame. L'espoir fait vivre, c'est toujours les larmes dont je m'inspire. Comme un vague à l'âme, mon corps dérive. Pourquoi c'est l'orage, la nuit m'attire. Donc ce soir, je veux boire. Cette soirée, je vais sortir. Ouais, j'essaye d'arrêter tout stopper. J'ai replongé. Ce soir, je vais rentrer tard, je vais me faire du
Et de retour sur le plateau, d'avant le 3e verre, bien sûr avec modération. Donc, j'ai le plaisir à ce moment. J'ai le plaisir d'être avec Alexane, Momo et Manu. Oui. J'ai oublié tout à l'heure de faire un gros coucou à la technique. David et Franck, coucou. Hello. Bah quand même, c'est nos grands complices. Sans eux, rien ne serait possible. Et nous revoici donc avec cette chanson. Non, Manu, tu n'y échapperas pas. Tu vas nous expliquer ton choix musical. J'assume totalement. Pourquoi ? Parce que, alors, Adèle Castillon, qui est une jeune chanteuse, qui est plutôt c'est la pop française, Gazo, qui est un rappeur. Et moi, ce que j'aime justement, c'est ce mix entre les deux. Cette rencontre entre les deux, entre le rap et la pop urbaine, entre le rock et le rap. Et c'est ça qui est l'essentiel, c'est la mixité. Oh là là, c'est beau, voilà. C'est beau. C'est peut-être du bullshit. J'ai une petite larme. Mais ça passe très bien. Non, mais en vrai, c'est très dansant. Hein. Voilà, je suis prise au jeu. Là. Alexane le disait, ça reste dans la tête. Momo, évidemment, elle l'a en tête depuis 2 jours, mais elle n'ose pas dire qu'effectivement, c'est une musique magnifique. Elle le dira jamais, mais voilà. Ok, bon, merci pour ces belles paroles. On va enchaîner tout de suite avec notre sujet 1 qui s'intitule « L'environnement et ta conscience écologique perso ». Et on l'a dit, le plus dur, effectivement, on a amorcé cette question avec toi, Alexane, tout à l'heure. Le plus dur, c'est justement qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de voyager, de découvrir, de parcourir le monde et qu'on veut également avoir un bilan carbone au plus bas et du coup ne pas forcément prendre l'avion alors qu'on a envie de voir des terres inconnues, si je puis dire. Comment on fait coïncider nos envies, comment à l'intérieur de nous on réussit à concilier notre conscience écologique et notre envie de voyage. Je crois que c'est vraiment le truc le plus dur. Pour l'instant, moi c'est pas fait, j'avoue. Ouais, non, c'est vraiment un truc assez compliqué. Après aujourd'hui, on voit que le train se développe quand même pas assez vite, mais ça reste cher aussi. Oui. Donc on peut trouver des alternatives quand même si on veut voyager, en tout cas en Europe, je pense. Toi, je sais qu'Alexane, tu l'as un peu fait. Ouais, bah, moi j'essaie de prendre vachement le train. Après, je suis d'accord, ça coûte la race. Et ça, c'est un truc pour lequel je suis extrêmement en colère, c'est que l'avion coûte toujours moins cher. Enfin, moi, par exemple, je suis allée plusieurs fois en Italie, c'est minimum 250 balles. Ouais. Tu prends l'avion, c'est 50 à 70 balles. Donc, je le fais. Parce que j'ai les thunes de le faire. Mais je veux dire, tu demandes à des gens qui voyagent pas trop ou qui peuvent pas faire plus, ben en fait, ils voyagent pas. Donc c'est dégueulasse en fait. Moi, j'avais une habitude qui était devenue une aberration et je m'en suis rendu compte. Enfin, je l'ai fait une habitude. Je l'ai fait 3 fois. Pas une grosse habitude. Ouais, peut-être. Mais voilà. C'est que je partais à Toulouse tous les ans. Et étant étudiante, je prenais toujours les espèces de coucous qui mettaient 10h, 7h, tu vois, pour arriver. Tu partais à 7h du matin, t'arrivais à 17h. Ouais. C'est 7h, le plus long. Et avant que le train maintenant mette que 4h30, au bout d'un moment, bah voilà, pouvoir d'achat qui est en hausse, etc., sortie, etc., l'avion était moins cher que le plus rapide des trains à l'époque. Et du coup, je prenais l'avion pour aller à Toulouse. Bah oui, mais comme plein de gens, hein, faut pas avoir honte, tu sais. Non, mais c'était un peu, enfin voilà, c'est quand même, il y a quelque chose d'aberrant. Non, mais je veux dire, c'était même pas pour partir à l'autre bout du monde, quoi. C'était juste, effectivement, ce problème de concilier, en fait, les transports qui permettent d'avoir une empreinte écologique correcte avec le prix qu'il coûte. Ouais, mais il y a ça, et puis, alors je vais rebondir sur la slow attitude, mais en vrai, si tu veux voyager en train, il faut que tu aies du temps, en fait. Oui, c'est pareil. Tu vois, tes 7 heures de train, ben, soit tu les as parce que tu as 2 mois de vacances, bah, soit tu as un week-end et tu le fais pas en train, en fait. Il y a aussi ça. Hein, Tout à fait. Bah, t'as déjà t'as les 7 heures, par exemple, imaginons, beaucoup de gens vont en bus aujourd'hui, ils perdent une journée aller, une journée retour. Tout le monde n'a pas non plus 10 semaines de congés payés, etc. Donc c'est une galère. Même aussi en termes d'écologie, moi j'étais allé voir sur une étude justement de ce point de vue-là, c'est que les bus ne sont pas spécialement plus écologiques. Non, c'est pas ouf. C'est ça qui est dingue. Évidemment l'avion, mais le moins écolo, c'est au final la voiture. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'effectivement l'avion est d'un des moins écolos, mais sinon c'est la voiture thermique, précisons, parce que voiture électrique c'est un peu, ça reste un peu plus green quand même de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, globalement, il y a les finances, le temps, et surtout, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une culpabilisation qui est faite là-dessus,
Mais il n'y a rien qui est fait de l'autre côté aussi, justement, pour améliorer ces choses-là. Absolument. Enfin, d'un point de vue politique, ce qui est extrêmement énervant, c'est que le kérosène des avions n'est pas taxé. Oui, tout à fait. Et le train est de plus en plus cher. Et voilà. Et pour en remettre une couche sur la culpabilisation, vous voulez en entendre une bonne ? L'empreinte carbone du tourisme dans le monde, c'est 8% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Donc les 3/4 seuls pour le transport. Voilà. Donc effectivement, même voyager en van, si tu mets de l'essence dedans, non, mais ça marche pas. Ouais, c'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête. Hein, c'est que et si on voyageait chez nous ? Non, mais il peut y avoir aussi des solutions qui sont faites. Une personne autour de cette table est venue en scooter électrique. Il respecte évidemment tout ça, le greenwashing, on l'embrasse. Mais non, il y a aussi je sais pas encore exactement d'un point de vue technologique comment ça peut se développer, mais toutes les questions de le carburant comme l'hydrogène justement. Est-ce que justement ça peut être un carburant peut-être plus vert ? En fait, ce qui est étonnant, c'est que, comme tu dis, 8% des émissions de l'humanité, mais on se pose pas la question de savoir, vu qu'on sait qu'on va être de plus en plus, on sait que de toute façon on va se déplacer, il y a une mondialisation qui est de plus en plus importante, donc pour tout en fait, pour le travail, pour la famille, tu disais qu'effectivement Alexandre, ta famille était à la Réunion. L'idée je pense, c'est très difficile de baisser effectivement ces voyages. C'est plutôt d'améliorer, et moi ça que je trouve fou, c'est que on n'a pas cette volonté d'améliorer justement la qualité de ces voyages, de les mettre effectivement le carburant en hydrogène ou autres qui sont un peu plus green, qui permettent justement ce genre de choses et qui permettent de baisser aussi l'empreinte carbone. Ça peut être assez important. Et c'est vrai que c'est un problème quotidien et qui se pose à tous qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est quand même de la folie. Mais d'ailleurs, ça permet de rebondir sur nos modes de vie. Parce que voyager, ça fait partie de nos modes de vie. Alors, il y a des gens qui ne voyagent pas, donc ça fait ça résout le problème. C'est la majorité, hein, c'est ça aussi qu'on veut dire. Ouais, c'est ça. Oui, 8%, c'est pas. Mais c'est globalement nous, quoi. Du coup, c'est tellement dur à concilier avec nos modes de vie. Est-ce que c'est pas encore, on va élargir la question plus que le voyage. Est-ce que l'environnement c'est conciliable, enfin en tout cas sa préservation, avec le fait de vivre en ville? Eh ben alors, j'ai un peu regardé et j'ai été très surprise de me rendre compte que la réponse est plutôt oui. Alors, évidemment, à modérer, moduler, il y a plein de paramètres et tout. Mais en fait, quand il réfléchit, vivre dans un coin paumé à la campagne, pour l'instant, ça veut dire forcément avoir une bagnole. Exactement. C'est con. T'as pas accès aux services publics, donc de toute façon, tu vas devoir continuer à te déplacer. Tu as un logement en général individuel. Et c'est con, mais encore une fois, les immeubles, en fait, mine de rien, quand tu te chauffes, tu chauffes tout l'immeuble. Voilà. En fait, t'as plein de trucs comme ça où, a priori, la ville permet un truc plus resserré, plus local, en fait, dans cette en tout cas, un regroupement et une meilleure redistribution des ressources. A priori, oui. Après, voilà, je pense que c'est à moduler en fonction. Je suis pas sûre que Paris, par exemple, soit une super bon exemple de ville, bien sûr, tu vois. Mais en tout cas, je sais qu'à la campagne, il y a quelqu'un qui rôderait en trottinette électrique autour de cette table. Exactement, on les embrasse d'ailleurs, ceux qui sont en électrique, ils sont très très forts. Non, mais surtout aussi, il y a même à la campagne, alors je sais pas à quel niveau effectivement, mais toutes les exploitations agricoles qu'il peut y avoir. Bien sûr. Aussi, on sait qu'effectivement, c'est pas toujours aussi green qu'on le voudrait, même si beaucoup d'exploitations justement ont tendance à aller vers ça. Ça coûte de l'argent aussi de faire ça, qu'ils sont déjà à la corde au cou pour beaucoup. Ah, bien sûr. Donc c'est très compliqué. Et en ville aussi, l'avantage, c'est, on y viendra après certainement au niveau des bâtiments, mais la création de nouveaux bâtiments qui ont tendance à être zéro carbone justement, volonté de... Voilà, c'est vrai qu'on n'a toujours pas d'arbres à Paris, mais au moins il y a des bâtiments qui ont tendance à être moins en moins consommateurs, on va dire, d'énergie, quoi, à ce moment-là. Ouais, en tout cas, on va dire qu'il y a une tentative. Oui. Tentative, exactement. Parce qu'il y a quand même un énorme morceau du parc immobilier qui ne rentre pas du tout dans ce truc et qui, pour des raisons diverses, non mais par exemple, tu vois, je pense aux bâtiments haussmanniens qui sont classés, va faire du truc énergétique dedans. Je veux dire, comment te dire? Non, mais puis on revient au coût aussi. On revient au coût. C'est que rénover ton appart, un immeuble, pour qu'il devienne... Qui ne soit plus une passoire énergétique, ça a un coût. Volonté et c'est politique, pour ça que tu vois, aussi. Mais c'est ça qui est beaucoup n'y arrivent pas. Et il y a des primes pour ça. Moi, j'en discutais avec Momo Frégo qui a découvert la prime Rénov tout à l'heure. La pub! J'y crois pas. Non, mais en plus, c'est même pas éteint, mais c'est une prime qui est justement d'État. Oui, bien sûr. Mais en fait, on se rend compte quand on fait la simulation que, moi, j'avais fait une simulation tout à l'heure, justement,
mais qui a un cadre, on va dire, environ entre 2000 et 2500 euros de salaire, la prime, en fait, elle est en dessous de 1000 euros, alors qu'elle peut aller au maximum à 10 000 euros. Mais il faut investir tu fais rien. Voilà, tu en fais fait, rien avec exactement, en termes d'isolation, alors évidemment, tout dépend de l'endroit, etc. Oh. La fenêtre de tes toilettes. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait la fenêtre de mes chiottes, effectivement. Mais mais c'est très compliqué. Et en fait, en termes d'aide, au final, et puis en plus, c'est des trucs administratifs qui n'en plus finir. Oui. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'administratif, effectivement. On fait des bisous à eux aussi. Non, mais moi, ce qui me choque, c'est que on est perpétuellement vraiment, enfin, j'ai l'impression, avec ces questions-là, en train de faire des choix, mais t'en parlais très bien tout à l'heure en première partie, alors après c'est très bien de se remettre en question, de choisir, de réfléchir, etc. Mais en vrai, on nous simplifie pas du tout la vie, et ça va même jusqu'au choix, je sais de certains, de faire des enfants. Parce que y avait, alors je suis retombée sur l'étude qu'on a tous entendu, de dire que faire un enfant, c'est le coût climatique d'une naissance, c'est l'équivalent de 60 tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire 6 fois l'empreinte carbone d'un Français moyen. Bon, alors, il paraît que... il prenait en compte toute la généalogie de l'enfant. C'est-à-dire, il doublait du coup l'empreinte des parents, il doublait, etc. Donc, le pauvre gamin, il arrivait déjà, il était déjà en train de tuer 8 fois la planète. Bon, finalement, il se trouve que c'est pas vraiment ça. Donc, tant mieux. Oui, c'est rassurant. Pour ces chères petites têtes blondes. Mais... faut pas compter effectivement les émissions à très long terme, parce que dans ce calcul-là, c'est ce que disent les chercheurs. Mais il y a quand même effectivement une autre question, bien sûr, qui se pose quand on veut des enfants, c'est pas la question. Mais il y a quand même un coût. Il y a quand même quelque chose. Et du coup, cette conscience écologique va jusque-là. Et il y a des gens qui disent que justement, ils ne veulent pas d'enfants pour préserver la planète. Est-ce que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pour vous, tous les trois, c'est une question que je pose, une question qui se pose personnellement ? Moi, j'y ai réfléchi là un peu récemment, et en fait, je crois que la première question, c'est tu peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il faut que ça reste un choix personnel. Ça, c'est hyper important, parce que l'IVG, tout ça, enfin vraiment, c'est le choix perso. Après, moi, ce qui me stresse plus, c'est de me dire que si j'ai des enfants, c'est dans quel monde je les laisse. Moi, c'est plus ça qui m'angoisse. Ouais. La question de est-ce que mon enfant va méga polluer ou pas, en fait, je vais l'élever de telle manière que j'espère qu'il dépense 2 tonnes par an, pas plus. Et voilà, mais je suis pas sûre que ça soit en fait cette question-là qu'il faille se poser en disant il y aura moins de monde et ça sera mieux sur la Terre. En fait, encore une fois, ceux qui polluent plus, c'est juste les pays du Nord. Ouais. Enfin, je veux dire, les enfants africains, ils ont une super empreinte. Ouais, voilà, tu vois. Donc c'est un peu. C'est un problème pour les pays riches. Oui. Et un problème au-delà de ça, de conscience des pays riches. Momo peut en parler avec 7 enfants, effectivement. Pas de bon exemple, effectivement. Raison, mais... Non, j'allais dire que je m'étais pas vraiment posé la question pour l'instant. Elle s'est pas vraiment posée. Mais oui, par contre, moi, j'avais envie de te demander, parce que toi, Léo, qui a un enfant, est-ce que, c'était plutôt revenir sur cette peur? Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qu'on allait laisser Ah oui, mais moi, tous les jours, en fait, et encore plus en ce moment. Donc, je me demande, s'il y aura un enrôlement quand il aura 8 ans. Je me demande. Mais oui, je pense que c'est plus ça que il va, son empreinte carbone à lui, c'est plus... C'est une vraie question, aussi, effectivement, d'être le meilleur exemple au quotidien. Même maintenant, pour lui montrer, c'est bête, mais les 10 gestes, je vous en parlerai tout à l'heure, qu'on peut faire chacun pour préserver les ressources et l'environnement. Mais voilà, c'est vraiment d'être un modèle, le meilleur qui soit, et d'espérer qu'on trouvera un jour des solutions. Voilà, après, collectives. Moi, je voulais juste rajouter aussi un truc, parce que... Sur cette notion-là, en fait, on imagine toujours être parent avec l'idée d'enfanter. Bon, je parle pour les femmes, du point de vue des femmes, mais en fait, moi, je me dis aussi que là, de plus en plus, il y a des enfants qui ont besoin, en fait, de parents. Oui. Donc, je parle plus d'adoption, et je trouve que c'est pas une notion inintéressante aussi à prendre en considération. Si t'es en mode écologique et éco-anxieux, comme moi je le suis, c'est pas mal aussi de se dire pourquoi on réinventerait pas la parentalité aujourd'hui aussi dans un autre truc qui n'est pas juste... je procrée, même si, encore une fois, c'est un choix très personnel, et il y a des gens qui ont vraiment envie de ça, voilà. Non, mais c'est une très belle conclusion.
d'imaginer justement les choses autrement. Ouais. Et il serait grand temps qu'on le fasse. Et là-dessus, on va faire notre nouvelle pause musicale. Radio Ems. L'essentiel de la musique. Listen, to keep it 100, the only thing stressing me out in this life is a visa. And also the fact that my girl doesn't like that I'm followed by Mia Khalifa. I'm in a position where people that's older than me look at me as a leader. And I don't answer comments, but I swear to God that I see them. People that I knew in college want advice on how to work hard. People that I knew in high school are now asking me for a job, but they used to hate on my nails. How insecure, how sad are you, how immature. ولك مارو بيمسح الأرض فيكم. أنا ومالك مش فاضيلكم. Labels calling I don't need them. ولكم أنا ومالك مش فاضيلكم. In the friend zone وضلك فيها. فيش وقت أروح أصلح فيها. بدها سينت ليفانت ويطلب إيدها. فان كلب وشفت أختك فيها. I don't know but I kinda like it when you talk about me on the internet. I don't really go on Twitter though cause I care about my mental health and my intellect. And what you hate they like about me. Publications they write about me. All the aunties they talk about me. How I know cause my mom told me. So I told her give them my number. We could go out and have a good time. And I know when Nick Joseph, but I promise you he'll be fine. Parce que quand je te parle à voix basse comme ça, je te fais oublier tes problèmes. Je sais qu'il y a genre 10 ans entre nous, mais moi et ton mec on n'est pas les mêmes. They used to hate on my nails. How insecure, how sad of you, how immature. They used to hate on my nails. How insecure, how sad of you, how immature. And they say ya salam, ya salam. وبيقولوا شايف حالك. Can I tell them yes I am? Cause they say ya salam, ya salam. وبيقولوا شايف حالك. Can I tell them yes I am? Cause this my, to keep it 100, I'd rather be nothing than be like you people. That's all about bluffing and hiding and running away from the lessons that's tucked in the past but it's showing the present. بسلم عليكم بس أنا وياكم مش صحبي. I swear on my life that we know إنه بتعصب عليها when you see a woman go double tap on my post. When I was a kid I remember I wore what I wanted. They used to make fun of my clothes but looking back now I just smile when I see them cause I know the girlfriends are all on my shows. بسلم عليكم صوت معلم في عيني مارو معلم عليكم cause they used to hate on my nails. De retour en plateau, chers auditeurs, vous écoutez toujours avant le troisième vers. C'est parti pour la troisième partie de cette émission. Mais avant ça, pourquoi Momo as-tu choisi ce titre ? Oui, rapide. Mais parce que je voulais faire connaître un peu plus Saint-Levant, qui est un chanteur palestinien. Bon alors moi comme je suis hyper jeune, je l'ai connu sur TikTok. Merci pour cette agréable avec les autres quoi. Oh là là. Non mais du coup ouais, il a percé sur TikTok et après donc là il commence à faire pas mal de bruit et je vous conseille d'aller. Il chante en arabe, en anglais et en français. Je vous conseille d'aller voir ses textes un peu. Pardon, parce que je m'en remets pas de ta vanne. C'était hyper sérieux ce que j'ai. Donc voilà, chanteur palestinien à suivre, franchement, c'est hyper chouette. Ouais, ça a l'air cool. Autant pour moi. Pardon, c'est parti pour le sujet 2 de l'émission, l'environnement et les institutions. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'on a évoqué un peu les engagements personnels. Oui, j'essaye de me remettre. C'est trop drôle que... Non, mais comme je suis vieille... Moi, j'ai installé TikTok cette semaine, mais j'ai pas encore appuyé sur le bouton pour vraiment rentrer dans l'application. Bah, tu m'expliqueras. On n'y va pas. C'est le mal. Oh là là. Bref. Donc du coup, on parle depuis tout à l'heure de nos engagements plutôt personnels envers l'environnement, la nature et la préservation de la biodiversité. Qu'en est-il maintenant un peu des institutions, de leur engagement et des choses comme ça. Alors, pour faire très simple, j'ai tapé très bêtement pour préparer le sujet, environnement, les gestes, les trucs, les choses. Et Google m'a sorti des choses assez rigolotes. Par exemple, comment améliorer l'environnement urbain
5 gestes pour le préserver. Voilà, donc c'est planter des arbres, privilégier les plantes vivaces et les espèces indigènes, faire de l'agriculture urbaine, entretenir un potager. Voilà, végétaliser partiellement ou complètement le toit, faire grimper des plantes sur les murs extérieurs. Voilà, ce qui est pas foncièrement bête. Hein. Non, mais c'est pas fifou. Et c'est beau les plantes. Moi, en tant qu'écologiste convaincu, moi, je suis d'accord avec ce genre de choses. Voilà. Maintenant, mais après, je me suis baladée et puis j'ai vu les sites du gouvernement et puis j'ai vu des choses assez rigolotes parce que ça se répétait, donc je dirais rien parce qu'en fait c'était du contenu de rien du vent. Et quoi ? Comment le gouvernement n'est pas bon sur le gouvernement n'est pas bon sur l'environnement ? Oh non, surprise. C'est ça, exactement. Et du coup, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui nous pend au nez là dans les quelques semaines à venir? Les JO. Et du coup, quels sont les engagements de Paris pour les JO 2024 au niveau environnement? Une grosse promesse. Ah oui, ils étaient motivés. Et ils voulaient faire neutre carbone, c'était bien ça? Voire même, je crois même qu'ils voulaient être... C'est diviser le bilan carbone, je crois, de moitié par rapport aux Jeux de Rio. Ouais, mais c'était pas le point de base. Non, de base, ouais. Ils voulaient même être en, je sais pas comment on dit, en positif, c'est ça. Voilà, puis après, ils ont dit neutralité, puis après, ils ont dit non, on va diviser par deux. Alors, ils disaient que le budget carbone avait été fixé à 1,58 million de tonnes de CO2. Voilà. Donc, c'est un seuil. On peut revenir sur le chiffre, moi, j'arrive même pas à me représenter le truc. Ah, justement, c'est environ 150 000 Français. Ouais, seulement. En un an, une année, 250 000 alors qu'il va y avoir Français. 1 million, 3 millions de touristes. Alors oui. Et ça, c'est leur objectif, parce que c'est finalement pas ce qui va se passer. Ce qui est très très rigolo, c'est du coup ce qu'ils décrivent un peu, c'était alors un maximum d'infrastructures existantes à utiliser. Du coup, ne pas construire, pas comme ça a été fait par exemple à Pékin, et du coup, c'est devenu Rio aussi. Ça est devenu tout mort et c'est devenu des no-go zones et des trucs comme ça. Une gestion efficace des déchets et des gobelets réutilisables. Yay. Vraiment dans le texte, comme ça. Une restauration plus végétale, locale et de saison. Voilà. 60% de trucs végés, je crois. Ouais. C'est pas mal. Des bornes électriques événementielles. Des bornes électriques événementielles. Alors ça, j'ai pas pour les compris scooters électriques. C'est ça. Et les riders. C'est pour les riders. Exactement. Et par contre, le seul inconnu, c'est l'avion. Ils sont pas capables de comptabiliser. Alors, ils ont demandé aux gens en Europe de venir le plus en train, etc. Mais alors, non, mais le prix du train, on en revient. Voilà. Non, puis au-delà de ça, excusez-moi, mais je sais pas combien de millions de touristes. Heureusement qu'il a beaucoup plu, mais ne serait-ce que la gestion de l'eau. Tout ce que ça va consommer. Enfin, je veux dire, on en parle un peu. La Seine, oui, il y a des cacas dedans, mais l'eau en soi. Je crois, j'ai lu, il y avait une installation, ils voulaient installer des fontaines à eau, c'est ça. Fontaines à eau un peu partout, comme on a quand même l'eau de Paris accessible. Oui, mais ça va te dépenser. Enfin, moi, c'est ça, c'est que ça va te dépenser énormément. Enfin, alors bon, j'ai rien foncièrement contre les JO, mais bon. Non, mais de toute façon, les JO en eux-mêmes, en tant que événement aussi grand, est une aberration écologique de toute façon. Donc, alors je sais plus qui disait ça. Enfin, il faudrait revoir complètement en fait l'organisation. Ce serait faire ça sur différents pays. En fait, éviter, parce que le plus gros truc, c'est les gens qui se déplacent. Bien sûr, c'est ça. Vraiment, c'est ça. On y revient toujours, le voyage, etc. Parce que là, mais on vu comme ça, c'est une aberration. Tu peux pas. Enfin, c'est utopiste de penser que après, ça peut être un premier pas, un premier modèle pour des JO suivants. On va pas vers ça, vu les prochains JO normalement d'hiver. Lol. Enfin, il y avait les anciens JO déjà. Il y a Sochi, prenez JO d'hiver, surtout Sochi, ou prenez même les JO d'été, Rio, etc. Mais les JO en Arabie Saoudite. Ça va être drôle. Ah, c'est ça. Moi, j'ai hâte. Et puis l'année dernière, ou je sais plus quand, la Coupe du Monde au Qatar. Non, pardon, mais avec des stades effectivement. Mais si on prend uniquement la France, tu parlais de la Seine tout à l'heure. Étant donné que la Seine, pas des masses. Super clean. Ils ont créé justement des bassins justement à côté. Ils ont créé pas mal de
mécanismes pour permettre, parce qu'il y a des nageurs qui vont aller dans la Seine en eau libre, il y a une compétition d'eau libre justement qui vont aller dans la Seine, et jusqu'à présent, tout a été repoussé, parce qu'en fait la Seine n'était pas assez propre pour pouvoir même seulement nager dedans. Ils ont dépêché toutes les dermatos de Paris pour la... Et le problème, c'est qu'ils ont dépensé des millions et des millions pour permettre justement qu'un petit bout de Seine ce jour-là où puisse être nageable. Et ça prend énormément d'argent en termes d'un point de vue uniquement écologique. C'est absolument terrible. Donc voilà, il y a rien que ça, qu'à l'intérieur de nous, au-delà d'aller sur les événements suivants, etc. C'est pour l'instant, moi personnellement, je pense pas que ça soit une erreur de faire des Jeux Olympiques, mais je ne suis pas du tout objectif évidemment quand je dis ça, mais c'est toujours la façon. C'est prendre l'avion, mais la façon de prendre l'avion. C'est-à-dire quel carburant, quelle façon de faire, etc. C'est juste que faut continuer à faire les choses, mais les faire différemment en fait. C'est juste qu'effectivement les États permettent de rendre ça vraiment écologique, de rendre ça vraiment de justement l'impact positif, cette volonté d'avoir un impact positif justement sur les émissions à effet de serre durant ces JO. Si ça avait été appliqué, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est jamais appliqué. On n'y croit pas à ça. Moi, je suis désolée, j'y crois absolument pas. En fait, toi, tu parlais d'hydrogène tout à l'heure et j'ai pas rebondi, mais c'est tellement balbutiant. La voiture électrique, c'est vaguement mieux, mais en fait, pas tant pour les minerais. En fait, ça pose tellement d'autres questions. Moi, je pense que j'adore l'escalade, là. Les JO, je suis à donf dessus juste pour ça, mais je les ai vus traverser 40 fois la planète là, ces derniers temps, tous les athlètes, pour passer les tests avant d'être qualifiés. Et ça rend ouf pour ça, quoi. Et c'est pas que je suis pas pour le sport ou que machin, je trouve que c'est une très belle idée, machin, mais en fait, c'est pas raisonnable aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me rend triste, c'est que c'est des beaux événements et humainement, je pense que c'est des belles valeurs, machin, mais là... Non, mais quand on pense, je sais pas, au JO d'Albertville, tu vois, ou aux choses comme ça, où on ne savait pas encore, tu vois, le coût des choses. Ok, on avait, entre guillemets, pour nous, le fait de ne pas savoir, l'ignorance, vraiment, qui pouvait, à la limite, justifier la chose. Là, on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Et ça m'amène à cette autre question. Justement, de par l'environnement, quel autre choix, par exemple, ça peut nous amener à faire? Est-ce que, par exemple, l'un d'entre vous s'est déjà posé la question dans son travail, de se dire, je choisis ce travail en conciliation avec mes... Bien sûr. Mon idéologie, voilà que... bien sûr, à la fois, tu te demandes pour qui tu travailles. Moi, je suis dans une entreprise... Voilà, alors... Bon, si, à mon avis, il est bien de droite, voilà. Pardon. Mais c'est surtout que, de toute façon, chaque année, ils nous disent « Ah, vous avez fait un bon chiffre d'affaires. Faites mieux l'année prochaine, on va produire plus. » Et t'es en mode « Ah oui, donc la sobriété, la décroissance, on n'y est pas du tout. » Et moi, c'est des valeurs que je partage pour l'écologie, typiquement. Et du coup, ça rend ouf d'être dans un truc productiviste de toute façon. Mais ça, c'est le capitalisme, tu n'y peux rien. Et accessoirement, on produit des choses, donc en plus, tu sais très bien physiquement que là, tu es en train de balancer de l'eau ou du bois. Enfin, voilà. Oui, non, mais surtout qu'on te sert, en plus c'est du greenwashing quand tu es dans les grosses entreprises, on te sert des politiques RSE, etc. Et puis tu vas utiliser tel matériau qui est moins machin et tout. On essaie de... Ouais, mais en fait, au final, oui, on est dans des industries où on produit. Bon, on te demande de faire toujours plus. Et attends, si on est optimiste, en vrai, je pense que ils font vraiment des trucs, tu vois, dans l'industrie. Il y a des trucs qui sont bien, ça, pour juste mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Le truc qui est agaçant, c'est qu'en fait, ça vient oublier le fond du problème à chaque fois. C'est ça qui est fatigant, parce que le fait qu'on fasse des efforts, moi, je trouve ça très bien. L'hydrogène, par exemple, je suis pas contre l'idée qu'on continue à faire de la recherche. Ce qui est agaçant, c'est de se dire... Donc, comme on pense à l'hydrogène ou les éoliennes et machin, du coup, le reste, c'est pas grave, quoi. Mais en fait, non, le problème, c'est tant qu'on pense qu'on peut tenir avec le même niveau de vie actuellement, c'est ça qui va pas. Et c'est ça, moi, qui me gêne fondamentalement. Oui, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est effectivement ce greenwashing permanent qui est imposé, en fait, aux différentes sociétés. C'est-à-dire que la loi RSE, les trucs comme ça, c'est très bien, mais en fait, du coup, ils détournent le truc en disant regardez comme on est RSE, machin truc, et en fait, ils en refont un argument de vente, ils en refont un argument. Tu as des prix des entreprises avec la meilleure
Mais ça me tue en fait que ce ne soit pas un peu plus, qu'il n'y ait pas une conscience beaucoup plus importante au niveau effectivement de l'entreprise. Mais comme tu le dis, ça c'est le capitalisme. Mais je pense qu'on pourrait y faire quelque chose. Mais il faudrait y faire quelque chose. Ouais, mais le truc c'est que c'est très, c'est vraiment retors quoi comme système. Parce que tout est transformé pour que ce soit, à l'avantage de la production. C'est ça. Systématiquement. Tout à fait. La croissance. Voilà, c'est Manu. Non, moi je suis dans un métier. Je suis dans un métier où moi je suis journaliste, dans un métier où effectivement, alors par nos déplacements maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, on est passé beaucoup à l'électrique au niveau des véhicules qu'on peut utiliser, etc., etc. Pas des scooters électriques. Oui, tu en es toi-même un exemple incroyable. Voilà. mais effectivement, c'est vrai que il y a des médias qui se développent. Si on doit parler de le site Reporter par exemple, qui se développe. Moi, j'ai un prof d'école journaliste qui justement avait décidé par souci écologique d'aller justement sur ces médias-là, sur la question, qui s'occupe de ces questions-là justement pour informer les gens. C'est aussi une démarche écologique de faire ça et qui marche très bien d'ailleurs, Reporter. Et donc il y a pas mal de petits médias qui justement aussi ont une volonté. Nous, on a une émission qu'on a à France Info, qui est une émission Planète Info le soir justement, qui est sur l'écologie, qui parle de ça pendant 1 heure, toute la saison, qui a parlé de ça justement, qui a été animée par Lucie Chaumette. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette démarche qui se développe. Après, est-ce que dans les faits, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est que font les institutions, est-ce qu'ils mettent de l'argent dedans? Et pour rebondir une nouvelle fois sur le truc à hydrogène, effectivement, tant que tu ne mets pas suffisamment d'argent, ou que tu ne développes pas, ou tu ne recherches pas suffisamment pour aller là, tu resteras effectivement sur des balbutiements. Et c'est le gros problème, parce que effectivement, pour le moment, on peut pas dire que ça soit développé. Non, c'est un souhait. C'est un vœu pieux pour l'instant. Exactement. Il me semble que justement dans cette veine-là, je sais plus si c'était à Radio France ou il me semble que c'est à Radio France ou des choses comme ça. Il y a 3 émissions concernant l'écologie qui disparaissent l'année prochaine des grilles. Yep. Ça dénote quand même d'une volonté, voilà. Mais il n'y a pas que du mauvais. On va essayer de se redonner un peu de bon. Non, et je voulais vous parler d'un truc que j'ai entendu ce matin. C'était justement une bonne initiative justement pour concilier notre vie au 21e siècle avec tous nos smartphones et nos data centers qui font beaucoup de chaleur, de trucs, on passe notre temps à les réfrigérer. C'est qu'à Saint-Denis, en fait, ils ont enfin inventé un truc qui paraît quand même très con, mais fallait y penser. C'est justement, il y a un gros data center à Saint-Denis et ils vont s'en servir de toute la chaleur produite pour chauffer la piscine olympique, machin truc. Bah oui. Et ils vont répartir aussi dans d'autres bâtiments et logements de Saint-Denis. Voilà, ce qui sera, voilà. Donc, on se dit que peut-être en 2024, on trouvera d'autres solutions. On espère. Ouais. Et sans transition, sur ces bonnes paroles, je vais laisser Manu officier pour son info mytho. Alors, je tiens à dire déjà, parce que beaucoup d'éditeurs m'ont appelé pour me dire que la dernière fois, je n'avais pas mis ma chronique jusqu'au bout. Effectivement, le comité Momo Fuego a voulu effectivement écourter ma chronique. Donc, je tiens à dire, cette chronique qui dure depuis 30 ans va continuer et ira jusqu'au bout cette fois. Toutes mes excuses. Force à vous. Donc évidemment, législative oblige, fallait bien commencer par ça, fallait bien évoquer comme ça une petite histoire un peu fantasque aujourd'hui. Donc on rappelle que l'ancien président de la République, François Hollande, s'est présenté sous la bannière NFP, donc dans sa circonscription dimanche dernier. Il a été qualifié pour le second tour, semble un peu en ballottage favorable pour la suite. Alors Hollande, on s'en souvient pour son mandat évidemment, mais on s'en souvient aussi pour ses virées folles dans les rues de Paris la nuit tombée. En scooter. À comparse. Il était électrique. Scooter électrique, et ben je vais y venir. On spoil tout, nous. Et c'est à cette occasion qu'il avait été photographié par un journal People mettant à jour donc ses infidélités. Donc, et on se souvient donc du fameux scooter légendaire. Et j'ai retrouvé ce scooter, un 3 roues de la marque italienne. Voilà, en tant que rider, j'y connais un rayon, évidemment. Excellent scooter. Et bien, figurez-vous qu'il a été mis aux enchères il y a quelques jours. Mais what? Et il a été vendu pour la somme de 25 000 €. Le scooter, j'ai retrouvé les skills, alors 14 ans, c'est un 125 cm3 et il avait 34 000 km au compteur, donc je peux en parler. Les plaquettes de frein, il va falloir les changer quand même. Mais l'histoire ne dit cependant pas si c'était essence ou électrique. Alors, c'est le concept, j'avais oublié d'expliquer le concept à Alexandre au début, c'est est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? Franchement, j'en ai aucune idée, mais je dirais que c'est une info parce que ce serait trop drôle que ce soit vrai. Je pense aussi, ouais. Je pense que c'est vrai. Moi, je dirais merci pour ce moment. Ouais, j'y crois à fond.
crois ? Ouais. Et c'est une info. Ouais. Effectivement, il a été mis. Alors, super. côté Alarius, à 1300 €, hein, donc c'est assez what the fuck. Donc, effectivement. Achète un truc. Qui a acheté, oui, on sait. Alors, non, la personne n'a pas voulu, justement, dévoiler. Alors, ils étaient trois dessus, mais effectivement, elle n'a pas voulu dévoiler, et on ne sait pas ce qu'il en fera avec, évidemment. Un fétichiste de François Hollande. Ouais, c'est étonnant, mais ok. Alors, de l'autre, de la femme. Ouais, peut-être. Exactement, Julie Gaillet. Voilà. Je l'embrasse. Elle écoute la radio. C'est sûr. Cette station, je ne sais pas. Mais une histoire aussi assez drôle qui concerne, cette fois, nos compatriotes de l'Est parisien. Alors, j'ai lu ça, ça concerne l'un d'entre eux. Il s'agit de Théo, d'un jeune homme qui est originaire de Maison-Alfort. Donc, son nom vous dit certainement rien. Il est pourtant bien connu d'une communauté de gamers qui s'appelle World of Warcraft. Donc, son surnom, tenez-vous bien, c'est The Green Angel. Alors, World of Warcraft, moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est un jeu vidéo en ligne où on peut donc incarner un personnage, faire évoluer en live en lui faisant des quêtes, tuant des monstres. Voilà, en solo ou à plusieurs. Donc, c'est très addictif. Donc, ce jeu, il est joué par des millions de joueurs à travers le monde. Ça, j'ai découvert ça. Et en fait, il a battu un record récemment. Il a joué pendant 61h41 d'affilée à ce jeu, soit environ, j'ai calculé pour la paire, 2 jours et demi, sans bouger de son ordinateur à jouer. Alors, il semblerait que ça soit quelque chose d'assez classique, de beaucoup d'enchaîner beaucoup à ce jeu-là. Donc, c'est le site actu.fr qui nous donne... qui nous parle de ce record. Donc on croise quand même les doigts pour l'eau. On espère quand même qu'il s'est nourri pendant. Oui, c'est ce que j'allais surtout qu'il a bien dormi après quand même parce que c'est assez particulier. Alors est-ce que l'histoire est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Attends, tu manges pas, tu dors pas. Non, j'ai pas dit qu'il n'avait pas mangé. Ah oui, il peut manger, il peut boire et manger en même temps, c'est vrai, ça n'empêche pas. Mais dormir, juste une micro-sieste. Les toilettes, quoi. Oui, non. Après, je sais, j'ai pas tous les. En tout cas, il est resté allumé. Semble-t-il, il est resté allumé pendant tout le temps. C'est pipi dans une bouteille. Ouais, c'est ça. Dégueu. Moi, je pense que c'est possible. Ouais, je pense que c'est possible. Pour battre un record. Ouais. Bah, 61 heures, moi, ça me paraît trop gros. Moi, je dis non. Non, tu connais pas les gamers. Ça, j'ai découvert par ce biais-là, effectivement, qu'il y avait des gros tarés. Mais je ne dirai rien. Vas-y. Alors, info ou mytho ? Info. Ouais, je dirais info aussi. Et c'est un mytho. Ah merde. Mais premier. complet mytho ou... C'est 61 heures. Alors, Théo, effectivement, existe. C'est un ami à moi. Il joue à World of Warcraft. C'est exactement un mix de 2 amis à moi qui s'appellent Quentin et Théo. J'espère qu'ils écouteront, effectivement. S'ils n'écoutent pas, je les blâmerai tout de suite. Mais qui jouent à World of Warcraft et qui ont l'habitude de jouer longtemps d'affilée. Alors, 61 heures, peut-être pas, mais voilà. Manu, je suis désolée, mais Franck me fait signe que malheureusement, nous n'irons pas plus loin sur cette info mytho. Une fois de plus, le comité Momo Alfrego a essayé de me rabrouer. Ça fait que 2 histoires. Oui, parce que j'ai encore perdu sur une... On te censure, on me censure. Et je les invite tous, effectivement, à écouter le podcast, en tout cas. J'espère qu'on pourra ajouter. Tant pis. Merci, Manu. Non, mais je suis vraiment désolée. Franchement, promis, la prochaine fois, on en fera plus. Je ne vais pas pleurer. Ça s'appelle la cancel culture. C'est le cancel Manu, surtout. Bon, bah, sur cette dernière minute d'émission, voilà, je voudrais vous remercier, vous, chers auditeurs, d'être avec nous ce soir encore. On espère qu'on vous a pas trop fait déprimer, parce qu'il existe des choses à faire, il existe des choses bien. On peut effectivement vivre malgré tout et Alexandre en est la preuve, son engagement écologique et voilà sur tout, c'est pas incompatible avec la vie quoi, les gars. On peut y arriver. Et surtout, je voulais remercier la régie qui a été avec nous et vous deux qui m'accompagnez à chaque fois. Et merci, on se retrouve très vite pour un 3e numéro d'Avant le 3e verre. Salut tout le monde. Salut. Radio Ems. L'essentiel de la musique.